Le grand livre des esprits de la nature. Fées, elfes, lutins, faunes, sirènes, pixies, dryades et autres créatures des forêts, montagnes, rivières, océans et jardins. Donc, les esprits de la nature est le même nom que le petit peuple. On l'appelle les esprits de la nature, on les appelle le petit peuple. Oubliez les « Il était une fois », les contes de fées et leurs gentilles marraines, les nains joufflus et les baguettes scintillantes. Place aux véritables fées, elfes, gnomes, grimaçants, velus, farceurs, arrogants, festifs, lunatiques et fantastiques. Place aux pics et aux dents, aux lianes et aux lichens, aux sombres forêts et aux lisières inquiétantes. Voici les esprits de la nature et leur cortège bouillonnant de cris, de rires et de folie. Ce que nous vous proposons ici, c'est de partir sur les traces de plusieurs centaines de créatures féeriques, d'en découvrir l'origine, les caractéristiques, les habitudes. Mais attention! D'en découvrir l'origine, les caractéristiques, les habitudes. Mais attention, vous ouvrez ce livre à vos risques et périls. Nombreux sont ceux qui ont disparu lorsqu'ils ont approché de trop près les elfes, les fées ou les lutins. Il n'y a qu'à se remémorer la mésaventure de ce pauvre Ravenkirk, qui, parce qu'il avait révélé nombre de leurs secrets, s'est fait enlever un jour sous la colline. Si vous entrez dans la ronde des fées, c'est votre mémoire que vous perdrez. Empruntez le chemin d'un de leurs châteaux et vous ne serez que poussière lorsque vous reviendrez. Laissez-vous séduire par le chant d'une dame des visages et vous finirez noyé. Telle est la loi des esprits de la nature. À trop vouloir leur compagnie, on ne trouve que ruine. Faut recommencer la vidéo, elle est trop chiante. Mais elle fait quoi là? Elle te mord. Mais perdez-vous et vous les trouverez. Oubliez tout ce que vous savez et que vous vous rappellerez à eux. Il suffit d'un naufrage, d'un égarement, d'une fuite ou d'un désarroi pour qu'ils apparaissent soudainement. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Les esprits de la nature affectionnent particulièrement les frontières, les haies touffues et sauvages, les lisières de forêt, les sources, les grottes. C'est dans ces zones intermédiaires qu'ils se complaisent et que vous avez le plus de chances de les apercevoir. Ce sont aussi les espaces les plus dangereux, puisque vous pouvez vous aussi basculer de l'autre côté en un clin d'œil. Alors méfiance. Reste l'autre chemin, plus silencieux, plus doux et agréable, qui mène à votre jardin ou à vos promenades. Un chemin bordé d'aubépines, de sureaux, de primes verts et de jacinthes. Celui qui vous conduit sous les feuillages du chêne, du frêne ou du bouleau. Celui qui vous enivre de parfum de la rose ou du chèvrefeuille. Car celui qui aime la nature, la protège, la soigne. Celui-là est l'ami des fées, des elfes et des lutins. Mais pour véritablement aimer la nature, encore faut-il avoir conservé son âme d'enfant, de poète, de rêveur. Ressentir chaque jour le frisson, avoir les larmes faciles et le sourire aux lèvres. Aimer la pomme, mais aussi le verre. Si les esprits sont avant tout des émanations du sauvage qui résident dans les eaux profondes, les bois, les montagnes, on peut espérer en voir certains s'installer à nos jardins. Pour pouvoir leur plaire, vous trouverez de précieux conseils dans ces pages, car un esprit n'est pas l'autre, même si pour tous les respects s'impose. Même pour tous le respect s'impose. Oubliez de suite toutes les insecticides, engrais chimiques, désherbants et autres toxiques. Les petits êtres fuient cela comme la peste.
Abandonnez un coin de votre jardin aux herbes folles, aux orties, aux ronces. Ils en raffolent. Plus votre jardin sera sauvage, plus ils apprécieront. Éveillez également leur curiosité. Quelques personnages en argile, des petits pots renversés, un objet insolite au milieu d'un parterre. Voilà de quoi les intriguer et les amuser. Arrête, Anouk! Laissez enfin s'exprimer votre créativité. Habillez votre jardin des reflets de votre âme. Le bon peuple est très sensible aux émotions, aux élans artistiques, sous quelque forme que ce soit, tant qu'il reste en accord avec la nature. C'est d'ailleurs en raison de cet attrait des esprits de la nature pour l'art que le présent ouvrage a fait appel aux illustrations de Frédéric de Vos. Gente dame a mis des fées. Elle a su puiser dans son quotidien, fait de fleurs et d'elfes, d'aquarelles et de demoiselles, de crayons et de lutons. La quintessence verte, d'où émanent les portraits des créatures, exposés ici à votre regard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, tout en espérant que cette incursion livresque dans le monde des esprits de la nature sera suivie de gestes et de regards d'émotion. Promenez-vous dans les forêts. Après l'orage, plongez les doigts dans la terre pleine de sens. Entendez la mélodie de l'oiseau. Laissez-vous caresser par le vent. Posez les mains sur l'écorce de l'arbre. N'oubliez jamais le chant de la terre. Je vous montre, c'est... Et après, je vous ferai sûrement une vidéo pour vous parler plus précisément exactement du petit peuple. Et on va commencer par l'abeille. Abeille, petite âme de nos jardins. Pour ouvrir le bal, nul plus délicat et si précieux créature que l'abeille. Si cela vous étonne de la voir introduire le monde des esprits de la nature, dites-vous que sans elle, il n'y aurait tout simplement pas de nature. Car comme l'a dit Albert Einstein, si les abeilles devaient disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre. Virgile raconte que les abeilles sont nées des cadavres d'animaux offerts en sacrifice par Aristée pour apaiser la colère des dieux. On dit encore qu'elles seraient issues des larmes de Ra, dieu solaire. Chez les Mayas, on les vénérait au travers d'Ab Muzenkab, le dieu descendant, porteur du ciel. Symbole de puissance, de divinité, de richesse, elles accompagnèrent les grands de ce monde. De Childéric à Napoléon Ier. L'abeille est aussi symbole de sagesse et de parole. Nombre de légendes parlent de ces abeilles qui se sont posées sur la bouche d'un poète, Pindare, d'un philosophe, Platon, ou encore d'un saint, Ambroise. Putain, arrête! Ouais. Les abeilles offrirent aux hommes, dès leur naissance, de somptueux présents, le miel et la cire. On ne compte plus leur utilisation en médecine, cuisine, religion. Ne fût-ce que sous la forme de boissons sacrées que les Celtes, Hydromel, les Grecs, les Égyptiens, les Mayas. Un caractère sacré qui se retrouve aussi chez les prêtresses et prophétesses de l'Antiquité. Qu'est-ce qu'elle bouffe? Je sais pas, moi, c'est pour ça que je t'ai fait comme ça. Qu'est-ce que tu bouffes? Amène-toi. J'en sais rien. Voilà, je sais plus où j'en suis moi. Un caractère sacré qui se retrouve aussi chez les prêtresses et prophétesses de l'Antiquité. Des trois tris au Mélissa, accompagnant les cultes des mystères d'Artémis, de Déméter, de Rhea ou encore de Perséphone. Mélissa était l'une des deux nourrices de Zeus, dont le sort fut celui de se voir transformer elle-même en abeille à la fin de sa vie. L'abeille est enfin sacrée pour l'idée de résurrection que sous-entend sa disparition
pendant l'hiver pour renaître au printemps. Elles hibernent plus ou moins. En lien avec les nymphes, les abeilles n'en sont pas moins liées aux fées. On déposait déjà des gâteaux et du miel au lard, protecteur des maisons romaines. Une tradition qui s'est poursuivie avec nombre d'esprits de la nature, le miel étant beaucoup apprécié par les lutins et les fées lors d'offrandes réalisées dans de nombreuses régions et moult pays. L'illustre statue d'Artémis d'Éphèse a représenté sur ses côtés des abeilles et des femmes ailées. Deux créatures qui symbolisent la parole. Les femmes alliées pouvant être assimilées au fémé, parole, porte, rumeur. Traduit en latin par fama ou encore fari. On y devinerait presque les mots anglais de fairy et français féerie. La fée abeille n'est pas absente non plus des représentations mondaines où elle rêve tantôt la forme d'une créature féminine, tantôt celle d'une monture qui accompagne les fées. L'abeille partage avec la fée son amour des fleurs, son rôle de gardienne, de pollinisatrice. Certains prétendent encore que les seins en son ensemble représentent le corps d'une fée, la reine en étant le cœur ou l'âme. Alors, caractéristiques. Apis mellifera, héménoptère, grande pollinisatrice de nos jardins, nous apporte miel, cire, gelée royale, campagne des fées ou fée elle-même. Mot dérivant de l'ancien provençal abella, du latin populaire apicula, petite abeille, des habits, de happy, abeille. On trouve encore en ancien français le mot avette. Au jardin, toutes les fleurs ou presque conviennent aux abeilles, particulièrement le pissenlit, le trèfle, les fleurs de pommier, de cerisier, d'aubépine et d'acacia. Une plante en garde le nom, la mélisse, mélissa, officinale, qui s'appelait à l'époque de Théophraste, mélissophyllon, la feuille à l'abeille. La mélisse se nomme encore piment des ruches ou piment des abeilles dans certaines régions. Déesse abeille. En anglais, abeille se dit bee. Ce mot tire son origine de l'indo-européen bei, qui se porte à la notion de frémissement, bourdonnement. On peut également y supposer un lien avec la déesse nordique Beila, personnification de l'abeille. Pour les Romains, Mélona était la déesse protectrice des ruches et de ceux qui en vivaient. Au Pays Basque, chez Mimi, donc chez Mimi, chez les Basques, c'est péché que de tuer les abeilles, appelées erléac. De nombreuses coutumes sont liées aux abeilles, l'arrivée d'une épouse, le décès, où la cire joue un rôle cérémonial important. Le décès est d'ailleurs toujours annoncé aux abeilles. Abeille, abeille, votre maître est mort. Il est des morts, sort par la naissance, 3 vierges fières de leurs ailes rapides, une poudre brillante parsemait leur tête. Elles ont leur demeure au pied des gorges de Parnasse, sans dépendre de moi. Elles m'ont appris l'art divinatoire que j'ai exercé auprès de mes bœufs. Encore enfant, mon père ne s'y opposait pas. C'est de là qu'elles prennent leur envol pour aller de tous côtés se repaître de rayons de miel, en faisant se réaliser toutes choses. Quand nourries de miel blond, elles sont saisies d'un transport prophétique. Elles consentent volontiers à dire la vérité, si au contraire elles sont privées du doux aliment de Dieu. Elles se font ensuite que mentir en s'agitant entre elles. Et ça, c'est de Homère in à Hermès. Au 9e siècle avant Jésus-Christ. Tu l'as vu là-bas? Oui, mais elle te mord là, qu'est-ce qu'elle fait? Arrête! Dame abonde, fait des bienfaisantes.
Apparence multiple, belle jeune fille, fleurie ou vieille dame bienveillante, souvent accompagnée d'autres fées, fait germer les plantes à son passage, aime les bons repas bien préparés. Nombre de bonnes dames ont l'habitude de veiller sur nos destins, mais l'une d'entre elles s'est particulièrement fait remarquer durant le Moyen-Âge. Dame Abundia, apparaît comme la fée bienfaitrice, gage de prospérité et de bonnes récoltes, d'années prolifiques. Déjà, l'Antiquité nous parle de cette divinité allégorique, le plus souvent représentée comme une belle nymphe, distribuant fleurs ou fruits. Calme-toi. Putain de... Attends, parce que je peux pas lire la tenir. Blablabla. Moi je sais plus où j'en suis à force. On y voit bien sûr l'histoire de la corne d'abondance, arrachée par Zeus enfant à sa nourrice. La chèvre Amalthée qui, pour se faire pardonner, procura à cette corne le don d'être perpétuellement remplie de fruits et de fleurs. Tu fais quoi, Anouk? Putain! Symbole d'abondance, de fertilité, de fécondité, la corne, mais surtout la nymphe qui la détient, passa tout naturellement dans le monde des fées. Le traité des pauvres de 1468 condamne le fait de laisser des victuailles pour les dames Abonde et Satya ou encore Perchta. On pensait en effet que Dame Abonde, accompagnée des fées mères, matrones et autres, visitaient les maisons la nuit et lorsqu'elles étaient satisfaites de la façon dont le domaine était tenu, du repas préparé à leur intention, apportaient bonheur et prospérité pour toute l'année, sans oublier les petits cadeaux laissés aux enfants. Si la tradition invitait Dame Abonde dans toutes les maisons, elle avait la réputation de soigner en premier lieu les plus pauvres, apportant ainsi aux démunis un petit cadeau extraordinaire en guise de réconfort, leur procurant un peu de chaleur durant les nuits si froides et leur quotidien si maussade. Dame Abonde ne dispense pas seulement ses grâces à l'intérieur de la maison. Elle joue aussi un rôle déterminant dans les jardins et vergers. Ces visites apportent l'assurance de branches ployant sous le poids de gros fruits bien juteux, de légumes bien verts et bien goûteux. Son influence est bénéfique pour les membres de la maisonnée. Conférant de beaux enfants, rendant la femme féconde, tenant éloigner les maladies. Autant que pour le potager où pousseront facilement navets, choux, poireaux et carottes, sans oublier les fleurs qui raviront de leur éclat et leur merveilleuse couleur. Tout avec leur explose de parfum, de générosité, c'est-à-dire s'il lui plaire en gage de bonheur à venir, mélangeant manifestement les attributs de Diane, Abundia, Satya, Percheta, divinité liée à la fécondité, à la fertilité. Dame Abonde est devenue cette fée des contes et des campagnes qui l'hiver venu apporte la joie en nos foyers. Mais veillez toujours à ce que cette dame de l'hiver trouve votre maison propre, bien tenue, le repas généreusement servi et surtout vos animaux correctement soignés, car dans le cas contraire, elle se montrera beaucoup moins gentille que ce qu'en dit la tradition. Au jardin, pour inviter Dame Abonde à visiter vos jardins et à y faire germer vos plantes, il convient de lui préparer un succulent repas à partir de fruits et de légumes de votre potager, le tout arrosé de vin de sureau. Une fois l'an, la dame et ses compagnes ne manqueront pas de vous rendre visite
apportant bonheur et prospérité à votre foyer. Trace de cire, la fée abonde et sa suite reste invisible aux yeux des mortels. Même le repas préparé pour leur visite apparaît intact le lendemain matin. La seule preuve de leur passage consiste en des gouttes de cire jaune relevées sur la peau des animaux domestiques, cire tombée des cierges qu'elles portent lors de leur inspectation annuelle. Drôle de dame. D'autres bonnes dames apportent encore cadeaux, prospérité, bonheur aux gens, tout en étant symbole de fertilité pour la terre, mais aussi pour les hommes. La tante Harry, aux pattes d'oie, montait sur son âne, parcourt chaque année la Franche-Comté. Dame Hall, Holda, et sa cousine du sud de l'Allemagne, Perchta et Perchta. Pendant populaire la déesse germanique des morts, elle prend chaque année la tête d'une couarte fantastique pour 12 nuits entre Noël et l'Épiphanie. Et elle ressemble à ceci. Oui, je vais te montrer aussi. Ah si, je l'ai vu. Peut-être que nous, si on la verra pas comme ça. Allez, Aguane, gardienne italienne. Ils en ont un paquet aussi. Hein. Alors, caractéristiques. Tantôt belle jeune fille, tantôt vieille maigrichonne, longs cheveux, pieds de chèvre, de poulet ou inversé. Tu vois. Certains y voient le latin angue du serpent, d'autres un mélange entre aqua, l'eau, et Sagus, mage, prophète. C'est à l'ombre des Dolomites, dans les rivières, étangs et lacs du Trentin, que les Aguanes veillent à la pureté des eaux et ont donné leur nom à un grand nombre de grottes. La province de Vérone en connaît également du côté du lac de Garde. On en rencontre aussi en Slovénie et le long de la frontière autrichienne. Elles ont laissé des traces dans les paysages, mais aussi dans les rêves des poètes et les chansons des troubadours d'antan et d'aujourd'hui. Comme nombre de fées, elles présentent deux visages. Le premier, resplendissant de beauté, et celle que les peintres aiment à prendre comme sujet pour leurs plus belles toiles, de celles que les hommes italiens courtisaient volontiers. Le second les fait ressembler aux sorcières des contes. Elles apparaissent alors comme de vieilles maigrichonnes, inspirant dégoût et peur aux hommes. Leur vraie nature ne se soucie guère de leur apparence, elles sont fées. On murmure qu'à l'origine, c'étaient des femmes celtes, fuyant l'envahisseur, ou encore des noms du mystérieux peuple des Fennes. Qui sait, peut-être que ces douces nymphes avaient-elles quelques liens avec les humains, ce qui expliquerait leur attachement à nous donner de belles leçons lorsque nous en manquons de respect aux sources de vie, d'où jaillir l'eau si précieuse. Car en effet, l'Aguane, Gayan, Zumbian, l'Anguane, puni de la noyade, tout pollueur qui s'amuserait à souiller la pureté des rivières, des étangs de la région. De colère, elle enroule sa victime de ses cheveux et la noie. Mis à part ces moments de fureur, l'Aguane est douce et tendre envers les hommes. Elle cherche leur compagnie, en tombe amoureuse, se marie, ce qui lui confère alors une âme et l'éloigne de féerie. Plus traditionnellement, on les prétend épouses du Sylvanie, gardien des forêts. C'est encore à l'Aguane que revient la transmission aux hommes de savoirs tels que le filage de la laine ou la fabrication du fromage, qu'elle aime à chaparder la nuit. Juste retour des choses. Les Aguanes sortent de leur repère uniquement le vendredi pour laver leur linge. C'est donc le meilleur jour pour partir à leur rencontre. Vous les reconnaîtrez facilement à leurs longues robes blanches, rouges ou orangées,
cachant la difformité de leurs pieds ou la trace humide, telle celle de nos limaces et escargots, qu'elles laissent derrière elles. Les iguanes sortent de leur repère, ajoutons pour terminer qu'elles apprécient beaucoup la compagnie des enfants. On les décrit d'ailleurs presque toujours en compagnie des leurs, les trimballant dans des paniers qu'elles portent sur le dos. Pour les allaiter, dans cette position, rien de plus simple, il leur suffit de jeter leur long sein en arrière, par-dessus leur épaule. Elles sont pour toute autre activité connue, celle de peigner leurs longues chevelures noires ou rousses, assises au bord de l'eau. Ainsi, si vos pas vous mènent dans la belle Italie du Nord, n'hésitez pas à allonger les rivières. Vous y croiserez sûrement quelques jolis fées, portant panier ou lavant le linge. Reste à espérer de ne point vous mêler en sa chevelure. Au jardin, très attachés à leur région, les iguanes ne s'inviteront pas dans vos jardins, à moins d'habiter le nord de l'Italie. Cela n'empêche pas, bien évidemment, de respecter rivières et pièces d'eau présentes en vos jardins. Diane. Nombreux sont les fées du sud en Sardaigne. On croise les dianes réputées habiter dans les sites nuragiques où l'on trouve les domus de Rana. Les demeures des fées, en réalité d'anciennes cavités funéraires creusées dans la roche. La Sardaigne est une île riche en légendes de géants, de pickle fate, d'esprits de femmes mortes en accouchant, Pana Portienti, et autant les nuits sardes ou encore de femmes pétrifiées. Brecostani, etc. Les iguanes sont parfois confondus avec d'autres êtres de la région. Les vivani et vivennes sont condamnés jusqu'à la fin du monde et possèdent la capacité de se rendre invisibles. Incapables de tisser, ils volent leurs vêtements aux humains. Les Pregostani, aux mains griffues, sont craints pour leurs rats d'enfants qu'ils échangent ou non avec les leurs. Ces derniers ont encore la réputation d'être experts en herbes médicinales. Doni di Fluori. Ces belles et élégantes fées de Sicile sont les victimes d'une malédiction qui les transforme en crapauds tous les vendredis. Ainsi, si elles sont assez bonne réputation, si elles rendent moult services, tout reproche, toute moquerie, surtout le vendredi, est irrémédiablement suivi de leur courroux. Elles vous paralysent et vous tuent. Encore appelées Doni di Lucus, Belli Signori, Doni di Nota, elles partagent avec les Doni di Casa leur lieu de résidence, jardin, maquis et bois. Nina, Nina, note d'Aguana. Je chante ce qui enchante. Caresse divine, berceuse qui endort, voix de sorcière, langue ruffiana, emmène-moi d'ici. Et elle ressemble à ceci. Elle n'est pas si moche. Et on ne voit pas ses pieds. Anjana, petite fée ibérique. Caractéristiques. Un pied et demi de haut, longs cheveux noirs, yeux en amande, peau blanche. Connaît le langage des animaux. Anjanas, dérivé de Janas, mot désignant les sorcières au Moyen-Âge. Petite fée ibérique. C'est dans les magnifiques régions montagneuses et vertes de la Cantabrie espagnole, une région prolifique en esprit de la nature, qu'on peut croiser le chemin de ces petites fées ibériques que sont les Anjanas, encore nommées Isanas, Xanas, Ximanas ou Edjanas. Leur peau blanche et délicate, leur parfum de fleurs, leurs yeux en amande, d'un noir profond ou d'un bleu éclatant.
leurs longs cheveux noirs, parfois blonds, décorés de rubans et de fleurs, confèrent toute la beauté du monde à ces esprits des forêts. On ne s'étonnera nullement d'apprendre que nombre de personnes, les ayant aperçus, les aient pris pour des anges. Leur étonnante beauté, leur apparence si pure, ajoutée à leur faculté de voler, grâce à leurs très discrètes ailes transparentes, les rapproche encore des êtres divins. Enfin, la petite croix détournement chrétien qui orne de temps à autre le front de ces damoiselles bienveillantes, achève la comparaison et tendrait presque à leur donner raison. Mais qu'on ne s'y prenne pas. Les Adjanas sont belles et bien des fées, et non pas des anges. Des êtres liés d'abord et avant tout à la nature. Elles veillent sur les créatures qui peuplent les bois, viennent en aide aux promeneurs égarés, réparent les arbres foudroyés, soignent les animaux blessés. Enfin, comme on le prétend là-bas. Elles menèrent quelques expéditions nocturnes tous les 4 ans, pour rapporter des cadeaux aux enfants, pauvres la nuit du 6 janvier. Ces merveilleuses petites fées sont un trésor pour ces régions d'Espagne où la nature a encore toute sa place. Un territoire où sommets enneigés, vertes prairies et mers se rencontrent, où le vent souffle avec puissance le long des côtes, où tout est force et majesté lorsqu'on regarde d'un côté. Tout est douceur et apaisement quand on apporte le regard de l'autre côté. Un pays bercé par le chant des montagnes, où de rapides torrents plongent vers les vallées luxuriantes, où la forêt de pins ou de chênes dévale les pentes et servent de refuge tranquille à une foule de petits êtres. Oui, la Cantabrie est un écrin de douceur et de merveille, où le paysage rejoint le cœur de ses habitants. Des gens qui conservent un réel attachement à leur folklore et aux légendes qui ont bercé des générations précédentes. On se réjouit pour les Adjanas qui ont trouvé là d'ardents défenseurs. Si vous voyagez, vous menez un jour dans cette superbe région d'Espagne, il est fort probable que vous humiez l'odeur délicieuse qui émane de ces fées, ou que vous entendiez leur chant rappelant celui du rossignol, ou les petits bruits de pas que font les insectes lorsqu'ils se déplacent sur un tapis de feuilles sèches. Faites-vous alors aussi discret que possible. Vous apercevrez avec beaucoup de chance un petit nombre de ces créatures vêtues d'une tunique blanche recouverte d'un manteau à capuche. Un manteau bleu à la belle saison, noir l'hiver venu. Si de leur cortège fleuri, quelques pétales s'envolent, ramassez-le aussitôt. C'est un puissant porte-bonheur. Mais évitez de les surprendre ou pire, de tomber amoureux. Car la belle aussitôt mariée perdra tout pouvoir et son jeune visage deviendra en un instant tout vieux et tout ridé. Au jardin, les Adjanas sont des esprits sauvages qui aiment les jardins de montagne et les vastes forêts. Toutefois, quelques saules ou aubépines les attireront, ne fût-ce que pour y dénicher le bâton qu'elles tiennent à la main. Hadas, les fées espagnoles, traversent toutes les régions où leur nom varie. Ainsi, à côté des Adjanas cantabriques, on trouve dans la grande famille des Hadas, les Xanas, des Asturies, les Lavanderas et Encantarias d'Aragon, la Mitona catalane, les Lamias, basques, etc. Esprits sauvages. Attendez, parce qu'il est en train de défoncer un truc là. Le Seigneur Salvajes est une créature que l'on a beaucoup de chance de rencontrer dans les forêts ibériques. Le Bazadjom basque, protecteur des troupeaux, est à l'origine du moulin et de la culture des céréales.
Le Bélossu, ou Murgatsu, est également un esprit protecteur de la nature, tout comme le terrible Signou catalan. Ce sont les Angelikas d'Esquisfé qui, dans les montagnes, vivent dans la rumeur. Je vous la montre. On va faire comme ça pour que vous les voyez bien. Arbre fée, gardien et porteur du monde. Il suffit d'avoir un vieil arbre dans son jardin. Putain, arrête maintenant, ça suffit! Gardien et porteur du monde. Il suffit d'avoir un vieil arbre dans son... Arrête de lui marcher dessus! Il suffit d'avoir un vieil arbre dans son jardin ou de se promener en forêt pour comprendre intuitivement la puissance de ceux-ci, reliant les mondes souterrains aux cieux. Les arbres ont, depuis toujours, une place privilégiée dans le monde merveilleux des esprits de la nature. Du chêne lié à Zeus, du frêne à Poséidon, du fougueux pommier d'Aphrodite ou du sage poirier d'Héra. La mémoire des hommes a conservé leur nature divine, ajoutant le sacré à leur vertu médicinale ou leur caractère nourricier. Nous avons tous un arbre préféré, celui où nous avions adolescents gravé le nom de notre amour, scellant à jamais un pacte qui nous garderait à ses côtés pour le reste de notre vie, enterrant au pied d'un autre le trésor le plus cher à nos yeux, y déversant quelques poussières d'adieu arrosées de larmes. Chacun d'entre nous a puisé dans la force d'un arbre, le courage, s'est endormi sous les branchages protecteurs d'un autre, ou y a grimpé, enfant, devenant pour un temps le roi du monde. Les arbres fées se reconnaissent entre tous, et même si certaines espèces sont plus proches de féerie que d'autres, ce n'est là qu'un détail auquel on ne doit pas s'arrêter pour choisir celui qui vous accompagnera, veillera sur votre vie. Il n'y a peut-être aucun geste posé plus émerveillé que celui de planter un arbre à la naissance d'un enfant ou plus tard en sa compagnie en lui contant sa légende. Quel bonheur de voir les deux êtres grandir en sachant qu'un lien sera inévitablement tissé à jamais. Vous ne pouvez pas planter d'arbres, j'ai pas assez de place. Les arbres fées sont avant tout des protecteurs. Ils permettent la vie, rendent féconds, guérissent ou prennent sur eux les maladies. Ils éloignent les malédictions, la foudre. Ils attirent le bonheur, les enfants, les oiseaux. Ils apportent aux hommes de quoi les nourrir, mais aussi le bois pour les chauffer ou les abriter. Ils sont source de sagesse, de quiétude. Il suffit parfois de se perdre en forêt pour pleinement se retrouver. Ils sont aussi des passeurs, relais précieux, au plus puissant des sorts, trait d'union entre les dieux et les hommes, symbole de vie comme de mort. S'ils dissimulent nombre de créatures féeriques, certains d'entre eux, la nuit noire venue, font entendre leurs chants au travers des quelques forêts qu'il nous reste ou arrachent leurs racines pour se déplacer. Ainsi les tchoks, trognes, sautent têtards alignés le long des prairies et des champs poursuivent les fêtards isolés et les terrorisent de leurs grimaces rendues encore plus effrayantes sous le pâlure de la nuit. Du Caden aux Antes de Tolkien, en passant par le Macbeth de Shakespeare, les batailles où les arts tiennent un rôle essentiel sont le symbole à la fois de leur propre puissance, mais aussi de celle qu'ils incarnent, la nature dans sa totalité. Quiconque se promène dans la forêt de séquoias californiens ressent ce qu'ont ressenti nos ancêtres face aux gigantesques de ces traits verticaux. Passé, présent, futur réunis, là sous le regard rempli d'admiration et de peur. Et même si aujourd'hui les arbres fées
sont bien moins nombreux qu'autrefois. Il en reste heureusement encore. À nous de les protéger, d'en faire renaître à nos jardins, pour qu'à leur tour, ils soient les gardiens de notre avenir, de nos enfants. Caractéristique, allure majestueuse ou au contraire tout tordu, grimaçant, vibre ou transmet quelque chose lorsqu'on pose les mains dessus. Souvent très âgé, sert de lieu de passage, abrite un esprit de la nature ou lui-même un esprit gardien. Au jardin, aubépine, chêne, frêne forment le trio magique par excellence. Une véritable porte ouverte sur féerie. Mais d'autres arbres, ou bien des affinités avec les esprits de la nature, bouleau, hêtre, aulne, sureau, sorbier, saule, olivier, pin, pommier, ou. Yggdrasil, l'arbre cosmique de la mythologie nordique, porteur des mondes, coursier d'Odin, cette immense frêne aux 3 racines, la première rongée par un dragon, la deuxième plongée en une source de sagesse et la troisième séjour des 3 normes, soutient les 9 mondes dont Niflheim, royaume des morts, Midgard, territoire des hommes, et Asgard, domaine des dieux. Parmi les autres mondes, citons encore ici l'Ictafaïen, le pays des Alphes, de lumière, esprit aérien lumineux, de grande intelligence, protecteur de la nature. Être, avec un H, l'arbre. Une fée, en Franche-Comté, le hêtre est appelé faux, mot qui désigne l'arbre, comme la fée. À ses pieds pousse un cercle de fées. Fée est également le nom donné à la hêtrée en Normandie, alors qu'en Auvergne on appelle Fayette. Fée ou sorcière, le sureau partage avec l'aubépine cette idée d'être tantôt fée, tantôt sorcière. Certains y voient d'horribles mégères transformées en ces entrelacs de branches, d'autres un abri pour leurs précieuses protectrices de nos jardins. Tous les arbres sont sacrés, symboles de vie, d'éternité. L'arbre relie les 3 niveaux du cosmos, le monde des profondeurs, la surface de la terre et l'espace céleste, comme il relie les 4 éléments. L'eau de sa sève, la terre par ses racines, l'air par ses feuilles, et le feu qui jaillit de son frottement. Pas de dessin. Imaginez l'arbre que vous voulez. Belwys, pauvre diable. Caractéristiques. Petit de taille, tête ornée d'une chevelure, tout est bourriffé. Porte une faucille à l'un de ses pieds. Le Belwys, ou je vous dis pas tout, hein. Le Belwys, encore dénommé Bulwetch, avec son équivalent féminin de Bulwetchin, est un esprit lié au grain, à l'origine plutôt bienveillant et œuvrant à la maturation des graines dans les champs. Le lutin est devenu, au fil des siècles, bien plus agressif et méchant. Un glissement qui tient certainement de son caractère farceur, appréciant particulièrement d'emmêler les chevelures à l'image de la sienne. Ce glissant, en effet, un démon, compagnon des sorcières. Autant de ses méfaits, les campagnes germaniques, tristes destinées de celui-ci, pour un esprit plutôt bon compagnon, auxiliaire utile à la culture du maïs et du blé. Dans le nord de l'Allemagne, on conserve fort heureusement son souvenir de gardien des champs, tandis qu'en Bavière, sous le nom de Belwitch, il s'équipe d'une faucille. Celle-ci est liée à un orteil ou attachée à l'un de ses pieds
et doté d'une lame bien aiguisée pour causer de nombreux dommages, rasant çà et là les brins de blé avant maturité ou fauchant une quantité non négligeable du précieux grain, afin de l'emporter pour ses propres besoins. On reconnaît son passage aux endroits brûlés qu'il laisse derrière lui. On dit par ailleurs que l'esprit commande au vent mauvais ceux-là même qui couchent les céréales, rendant difficile sinon impossible leur récolte. Le plus souvent, lors de ces méfaits, les Belwis demeurent invisibles. Il existe certains moyens magiques de les apercevoir, comme de s'en protéger définitivement lors de la Saint-Jean, du Vendredi Saint, de la Pentecôte ou de la Trinité. Une astuce consiste à se coucher dans un sureau, un miroir sur la poitrine, en tournant le miroir, car après quart, vous y distinguerez ce reflet. Mais attention qu'il ne vous voie d'abord, car vous mourriez dans la nuit. À moins qu'au même moment, il ne se surprenne lui-même dans le miroir, auquel cas il succomberait également. Une autre ruse est de collecter quelques oreilles fauchées par le bien Benchelouid et de les placer dans une tombe nouvelle. Là aussi, respectez les consignes. Veillez à ne pas prononcer un seul mot tout au long de la délicate opération et évitez de laisser tomber la moindre goutte de sueur avec les morceaux de chair. Vous le payerez de votre vie également. On lui prête comme habitat des lieux sauvages éloignés des villes et autres agglomérations humaines, comme la montagne, la forêt, où il apprécie particulièrement les vieux arbres creux. Côté apparence, il prend souvent une forme féminine, peut-être due à une origine liée à quelque déesse ancienne. On prétend d'autre part que Belwis serait l'esprit d'un enfant égaré, jouant autrefois comme bien d'autres de son âge dans les champs, avant de s'y perdre pour l'éternité, gagnant en aigreur et en méchanceté pour devenir cet indécissable petit démon qui détourmente les agriculteurs et les randonneurs. Quoi qu'il en soit, en réalité, les champs cachent eux aussi de nombre d'esprits veillants, en bien ou en mal, en leurs fruits, tout comme sur ceux qui les traversent pour en prendre soin ou y trouver refuge pour leurs jeux ou leurs amours. Avant d'y poser le pied, assurez-vous de ne déranger aucun esprit ou d'avoir demandé leur permission. C'est la moindre des politesses. Petite de taille, tête ornée d'une chevelure ébouriffée. Ah bon, non, ce que je vous l'ai dit, merde, excusez-moi. La faucille n'est pas la seule arme à craindre venant de Belwis. Tout aussi puissant que l'espace, le Belwis est un trait décroché et qui paralyse sa victime ou confère l'une de l'autre maladie mortelle. Il s'en sert volontiers contre le paysan peu consciencieux, l'ivrogne urinant dans son champ, ou le touriste guère préoccupé par la nature qui déverse allègrement ses déchets le long des chemins des campagnes. Champs de maïs, il n'est pas toujours bon de s'amuser dans les champs de maïs. Nombre de créatures y vivent, telles la carnawes ou encore la trésomuteur en Allemagne. En Hollande, c'est la lange vroue qui pourchasse les enfants cueillant fleurs et épis de maïs. En Transylvanie, la dernière gerbe à couper est censée renfermer l'esprit appelé, le mort. On le représentait par un enfant recouvert de feuilles de maïs. Bil, déesse germatique, est associée à la phrase décroissante de la lune, à la phase. Le décours est un temps de mauvaise réputation. Il signifie l'arrêt de croissance des choses, un mauvais signe pour les cultures et les champs. Chez les Hopis et Zunis, les Kachinas désignent des esprits évoqués pour protéger les récoltes. On les représente lors de danses rituelles, comme celle du haricot, où des hommes masqués les incarnent, mais aussi sous forme de petites poupées que l'on donne aux enfants, les initiant par là au monde des esprits.
Il ne voulait se laisser tirer à travers le genou pour aucun bel Louis. 1217. Black Dogs. Ces intrigants chiens fantômes. Grand chien noir, de la taille d'un veau, yeux rouges ou brillants comme des braises. Cette créature impressionnante de taille et de croc est aussi noire que les nuits où elle se rencontre, aussi sombre que l'âme qui l'anime et allume son regard de braise. Nul, étonnant à ce qu'elle soit à l'origine du chien du Brexville d'Arthur Conan Doyle. Lui qui avait entendu la légende du chasseur fantôme et de ces horribles chiens noirs du Dartmoor. Les Witchbound ou encore celle de Yet Hund, ce chien sans tête, entend de ses lamentations les forêts alentours. Au XVIIe siècle, le Modèe Chu ou Modèe Dogs apparaissait chaque nuit dans une salle de garde de l'île de Man. Les soldats n'osaient s'en approcher, jusqu'au jour où l'un d'entre eux, ivre, se moqua du chien. Et, s'étant emparé de clés de la salle, l'invita à le suivre dehors. Ce que fit le chien, on entendit alors un cri d'effroi, et l'homme mourut 3 jours plus tard. Quant au chien, jamais on ne le revit, ou on l'a dit sale. Mais certains l'ont vu rôder sur l'île depuis. En Espagne, le paro negro a la réputation d'être une sorcière qui se transforme en chien noir pour se rendre au sabbat. Des chiens fantômes, où on connaît dans d'être très nombreuses régions. Cheyenne Brown sur l'île de Jersey, Barbès dans le Yorkshire, Yoari Chivo au Mexique, Tibitsina dans les îles du Canaries, Bec Cadejo en Amérique latine. Si le Black Dog jouissent d'une mauvaise réputation, ce n'est heureusement pas le cas de tous. Certains sont mieux considérés et revêtent une fonction de gardien. C'est donc une chance de les croiser. Ils accompagnent les gens perdus ou encelés au travers des forêts en campagne. C'est ainsi qu'un homme fut épargné par des brigands qui craignaient le molosse, apparu à ses côtés semblant l'escorter. On en cite dans le Lincolnshire sous l'appellation de Hairy Jack, dans le Somorest sous celle de Gurt Dog, celui-là même qui surveille les jeux d'enfants, dans les Kantok Hills ou encore dans le Norfolk et le Suffolk sous le nom de Black Chuck ou Black Chuck, lorsqu'ils accompagnent les femmes seules jusqu'à la tranquillité de leur demeure. Enfin, pour l'avoir croisé, un de ses gardiens se balade également en Brabant, Valent, en Belgique. On parle encore d'un chien en Normandie, du côté de Bayeux, surnommé le rongeur d'os. Celui-ci est un homme changé en molosse, rognant des os et traînant des chaînes. Pour lui rendre sa nature humaine, il faut frapper à 100 à l'aide d'une clé. Au Pays de Galles, une piste canine mène peut-être à une origine mythologique. On y croise le Gwilgi, le chien des ténèbres, mais aussi Gwynplaine, appartenant à la chasse sauvage, venu de l'autre monde, ou y conduisant. Dernière chose, si l'envie vous prenait de surprendre un de ces chiens noirs, les meilleurs endroits ont toujours été les lieux d'exécution, les carrefours, les voies antiques, voire les sombres forêts, surtout en temps d'orage. Mais sachez qu'ils sont souvent présages de mort, alors à bon entendeur. Oud Rodhagen. Depuis le XVe siècle, on trouve la trace en Flandre d'un chien aux yeux rouges
aussi connue sous le nom de la bête des Flandres. On raconte que c'était une créature métamorphe, tantôt homme de plus de 2 mètres, tantôt chien qui enlevait les enfants pour les dévorer. Ceux qui la croisaient revenaient sourds, muets et aveugles. On dit encore que sa peau, après que l'homme fut lynché et écorché, fut enterrée sous la cathédrale de Saint-Rambaud de Malines. La tarane est une créature autant la Normandie sous la forme d'un grand chien ou d'une belle dame. Elle se complaît à terroriser les autres représentants de la race canine, qu'elle fait hurler de terreur pour en croquer certains au final. Certains la relient à Taranis, dieu celte du tonnerre. On sait combien les chiens n'apprécient guère les orages. Létis, d'autres esprits prennent la forme d'animaux, comme la Létis, Létis, qui n'apparaît que la nuit et contraste sa blancheur éclatante avec l'obscurité nocturne. On la prétend âme d'enfant, mort sans avoir reçu le baptême. Il était pâle, ne pouvait parler, avait l'air égaré et ressemblait à ce soldat dont on raconte l'histoire, qui parla au sprite du chien dans l'île de Mans. En 1805, ça a été écrit. C'est les recherches, il met toujours un petit texte de recherche, de ses recherches. Boggy, ils font rien que nous embêter. Nain, métamorphe, veau, vache, cheval ou monstre hideux, yeux effrayants, bouche grimaçant, rire tonitruant. La première est pratiquement seule occupation des boogies, bug, bogle, bugbous, est de tourmenter les pauvres humains que nous sommes. À chaque mauvais tour joué, ils éclatent d'un rire qui ne peut s'oublier. Semblable à un énisme, son écho résonne des heures durant. Ces créatures sont craintes dans toute l'Angleterre et au-delà, autant pour leurs méfaits que pour leur apparence. Car les bogies portent sur leur visage et leur corps le reflet de leurs fourbes pensées. Ils sont l'exemple même d'un dehors égal au dedans, aussi tordus dans leur physique que dans leur esprit. Face à eux, un seul mot d'ordre: méfiance. Il y a toutes sortes de bogies. Les presque inoffensifs, un petit esprit farceur dont les fasties vous feront pousser un petit cri d'agacement sans plus. Puis d'autres qu'il vaut mieux ne jamais croiser. Il faut rappeler à juste titre que le nom de bogie est aussi l'un des surnoms donnés au diable. Il suffit de vous en décrire quelques-uns pour comprendre très vite pourquoi. Les hobiales appartiennent à cette dernière et terrible catégorie. Et même si on raconte que ces horribles kidnappeurs d'enfants auraient été avalés à leur tour par un black dog, mieux vaut, croyez-moi, ne pas chercher à se rendre aux endroits où ils avaient autrefois l'habitude d'errer. Le Neuclave a de quoi hérisser les cheveux sur la tête. Monstrueuse créature marine au corps de cheval surmontée du torse d'un homme, tout aussi monstrueux, aux bras traînant jusqu'au sol, l'ensemble étant écorché et sanguinolent. Très probablement ce qui s'est fait de pire en matière de monstres écossais. Si, par la plus grande des malheurs, vous veniez un jour à croiser cette abomination, seul un courant d'eau vive voudrait votre salut. Plongez-y sans réfléchir. Ce qui vient de la mer déteste l'eau des rivières. Au nord de l'Angleterre, vous aurez affaire aux duergars, nains noirs reconnaissables à leur chapeau de mousse surmonté d'une plume de faisan. Côté fréquentation, oubliez-les également. Ils sont aussi aimables avec les animaux sauvages que détestables avec les humains. Les bogies possèdent la plupart du temps
la faculté de se transformer en divers animaux tels que veau, vache, cheval et même en objets comme une bûche, un outil de jardinage, etc. C'est pourquoi on les nomme encore bogebest. Les Edlecrocs, outre son apparence bovine, peut prendre celle d'une jeune fille, après qui cavaleront en vain ses prétendants. Ou encore celle d'une botte de paille, s'alourdissant tout au long du temps, que la grand-mère courageuse la portera. Dans le Somerset, le Bellegarde hante les carrefours où il revêt volontiers la forme d'un homme tombé à terre. Quiconque se porte à son secours se trouve lui-même en mauvaise posture. Enfin, le Picktree Bragg, qui prend souvent les traits d'un cheval, d'un veau portant un foulard blanc autour de son cou ou d'un homme nu et sans tête. Toutes ces étranges créatures semblent assaillir l'homme sans véritable raison, si ce n'est son intrusion dans leur temps, la nuit ou leur espace, zone sacrée maudite. Méfiance donc. Au jardin, le bodji peut venir se promener dans les jardins, mais souvent c'est pour le mettre sans dessus-dessous. Touffes d'herbe arrachée, fruits dévorés, outils disparus. Toute chose qui peut vous ennuyer, il le fait volontiers. Au Québec, si le bonhomme 7 heures fait peur aux enfants qui ne dorment pas très vite, aux fermiers travaillant au champ tard le soir, l'itraque est de loin le plus craint. Ces créatures apparaissent sous diverses formes. Si l'une de ses préférées reste celle d'un caribou, elle prend également l'apparence d'un homme d'une taille gigantesque. Les Ilgis se cachèrent derrière les Unchok, ces amas de pierres en forme humaine, qui servent de point de repère pour guider les voyageurs et se saisissent alors des enfants pour les entraîner dans leur monde. Taddyboji, Taddybocle, un boc bien connu dans toute l'Écosse au-delà de la Tattybocle. Non, ce n'est pas la tante de quelqu'un. Tati signifie ici pomme de terre, et c'est souvent dans les champs de pommes de terre que le fief coquin s'amuse à effrayer ou à ruiner les gens. Deux Écossais sur le chemin de Stonebitchy aperçoivent une silhouette étrange dans un champ de pommes de terre. Après l'avoir observé attentivement, le premier dit « Ça ne bouge pas, c'est donc un bogie, épouvantail. » « Non, ce n'est pas un tata-bogie, répond l'autre, c'est un journalier. 1888. Il n'y a pas de dessin, c'est pour ça que je ne montre pas la même. Chasseur sauvage, celui qui fait trembler la forêt. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là quand même déjà? Il y en a pas mal déjà. Donc je vous fasse un petit topo sur le petit peuple. Ouais, on continuera. Et il y a un paquet de pages, je suis là, il y a 100 machins à découvrir là. Suite à la prochaine fois, hein, parce qu'on en a déjà lu pas mal. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous ai lu déjà 8 personnages, plus l'exordium. Je vous souhaite une bien belle soirée. Je vous ai même pas dit, on était le lundi 13 octobre. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, la YouTube compagnie. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et ne faites pas trop les fous.